continuons avec la partie 2 de notre assignation. Donc, en gros, on avait ce qu'on a sur la gauche. Là. Tout à l'heure, on a trouvé ça. Et là, je vous rajoute simplement un spec, mais qui n'est pas très utile, mais on nous l'a donné. C'est le DQF, donc qui a été un COSI, dans le fond, qui permet d'avoir un petit peu moins d'artefacts. Le DQF, c'est une séquence de puces différente, mais qui ne nous donne rien de neuf. Donc, on pourrait regarder chacun des pics, là, mais on n'arrivera pas à rien de neuf par rapport à ce qu'on a déjà là. On nous donne aussi un Toxi, un, 2D, donc un H et un H. Ça nous donne les systèmes de spin. Donc, ça nous permet de voir que tout ça s'est relié dans un système de spin, que tout ça s'est relié. C'est ce qu'on voit ici, c'est pour ça qu'on a un temps de spot, parce que ça nous donne vraiment tout le système de spin. Donc, ça relate la même chose que ça. Donc, on n'a pas plus d'informations, mais c'est intéressant de voir que ça confirme un peu ce qu'on a. Ici, c'est intéressant, on a Toxi 1D, qui est assez intéressant parce que ça nous permet de bien voir là, la progression du système de spin. Donc ici, on a fait l'irradiation de notre H qui est T. Pardon, je n'ai pas allumé euh, mon marqueur. Donc ici, on irradie le T et on regarde donc en fonction du mixing time, là, à chaque fois, lequel des hydrogènes est affecté par cette irradiation-là. Donc ça, c'est le morceau où on avait notre T. Donc on a un grand morceau. Et puis donc, si on irradie le T avec un mixing time court, donc on voit uniquement les hydrogènes qui sont prêts, on voit beaucoup le G et un petit peu le N. Ben, c'est absolument conséquent parce qu'on voit beaucoup le G et un petit peu le N. Si on augmente le mixing time, ben, apparaît maintenant euh, le N est encore plus important, mais apparaît le L et le R. Ben oui, le L apparaît et le R aussi qui est apparu aussi, puisqu'il est un petit peu plus proche du T. Donc si je continue, ben, apparaît maintenant le I, par exemple. Ben oui, il est là. Le L qui a apparu précédemment. Et si je continue d'augmenter le temps, ben, apparaît maintenant le Q. Ben oui, il est un petit peu plus loin. Apparaît maintenant le M. Effectivement. Puis si je continue, j'attends encore un peu, apparaît le H qui est encore plus loin. Donc, tout ça, c'est conséquent avec ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Mais ça confirme aussi la distance de chacun de mes hydrogènes par rapport au HT. OK. Donc là, depuis tout à l'heure, je parlais des signaux de carbone là, qui sont multiples. Donc, il faudrait essayer de comprendre ce qu'il y en est. On sait qu'ils doivent être couplés avec les P et les F, mais comment le trouver? Donc, on fait un spec phosphore qui est relativement facile à faire, qui donne des très beaux signaux, comme je disais, parce que c'est 100% de phosphore qui est 31, donc, dont le spin est une demi. On obtient un spec phosphore qui est suivant, donc sans découplage, avec découplage des hydrogènes, ça donne un pic fin, et avec découplage, ça nous donne un pic fin avec découplage, et sans le découplage, donc avec les couplages H, ça nous donne un truc un petit peu plus large. Donc il y a des H qui sont couplés à ce phosphore-là, mais ils ne sont pas proches parce que les couplages sont petits, donc ils doivent être un petit peu plus loin. La valeur de 3,76, c'est très caractéristique, là, entre 3 et 4 ppm de phosphore d'un phosphate. Donc c'est très probablement un phosphate. Oui, ça prend de l'expérience, mais même si on n'a pas l'expérience, on regarde rapidement d'où sortent les phosphores. Et en général, on va rapidement nous donner où sortent les phosphates là, dans une table ou dans une publication. Et on va rapidement trouver que ça doit très fort probablement correspondre à un phosphate. Donc, ce qui me permet d'écrire ça, donc, ce qui me permet non seulement de placer un phosphore, mais de faire 4 hydrogènes parmi ma formule brute, donc c'est quand même assez bien. Et rappelez-vous qu'on avait 2 sodium. Et ben oui, hein, ça nous permet probablement de placer ces contrions-là. Maintenant, si je prends un spectre de protons, ça c'est notre spectre de protons normal, là, dans le A sans découplage, mais on peut prendre un spectre de protons avec découplage phosphore. Hein, on peut prendre un carbone avec découplage proton, ce qu'on fait d'habitude. Donc on peut aussi prendre un proton, découplage phosphore. Donc ça c'est possible dans la séquence de puces. Et ce qu'on voit, ce qui change, c'est vraiment DE. Hein, DE qui était sur notre, un de nos carbones qu'on avait vu qui était diastéréotopique. Donc, une valeur, donc, il doit être très affectée, pas mal affectée. Donc, on imagine que c'est une J3 qu'on a ici, avec le phosphore. Conséquemment, on a le 13-14 qui doit être placé à cette position-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un petit splitting ici, qu'on enlève quand on fait le découplage. Donc, il voit un petit peu les hydrogènes. 1, 2, 3, il voit une J3 avec les hydrogènes. Donc, voilà pourquoi on voit ça. Donc, c'est confirmé aussi par la HMBC parce que si on prend notre signal à 3.7, donc celui-là ici, et on regarde avec lesquels il est couplé, ben, il est le plus couplé avec HD et HE. Donc, c'est parfaitement conséquent qu'il soit pas très loin. Donc, conséquemment, les deux carbones que j'avais assignés à 13-14, pourquoi qu'ils nous donnent deux signaux? Ben, parce qu'il y a une J2
avec le phosphore qui est là. C'est pour ça que ça nous donnait 2 sillons. Il était splitté par le phosphore 31. Donc, c'est ce que je dis ici. Donc, 13 et 14 sont bien un seul carbone. Je vous ai mis la formule brute aussi de notre affaire. Donc, conséquemment, le phosphore, il peut avoir une J2 là, mais il peut avoir une J3? Oui, les constantes de J3 peuvent être quand même assez grandes, peuvent splitter aussi des carbones. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Comme je le note ici, donc finalement à gauche de ce carbone-là. Donc, on va aller voir la HMBC, on va tricher un peu. On voit la HMBC entre le proton et le carbone. Et ce qu'on voit, c'est que le DE est aussi proche, donc il ne voit pas grand-chose d'autre à part le phosphore. Et de toute façon, on ne le voit pas ici dans ce spectre-là parce qu'on regarde uniquement les protons et les carbones. Mais ça, on le sait déjà parce qu'on vient de le trouver. Mais ce qu'il voit, en fait, les DE, ils voient un seul autre carbone, c'est le 1 et 2. Le 1 et 2 qui appartenait à notre carbonyle. À notre carbonyle, là, qui est fort probablement une cétone, puisqu'elle est très élevée, là, au-dessus de 200. OK, donc DE, il voit ce carbone-là. Ça veut dire que le carbone ici doit être ici. D'ailleurs, DE, ils sortent presque à 5 ppm. Donc, ils sont à côté d'un oxygène. Et de l'autre côté, on a un carbonyle, ce qui est conséquent avec la valeur de 5 ppm. Et ce que ça nous explique aussi, c'est que le carbone 1 et 2 est donc lié à C13. Conséquemment, il est assez proche du phosphore via une J qui est 1, 2, 3 liaisons. Donc, il va être couplé aussi avec le phosphore. Conséquemment, ce carbone-là va être dédoublé par le phosphore. C'est pour ça que le 1 et 2 nous donnent le même carbone nous donne 2 signaux en carbone 1 et 2 parce qu'il est couplé avec le phosphore. Donc, ça nous explique ça. Est-ce que s'il y en avait un autre carbone ici, est-ce qu'il verrait? Non, parce que là, c'est des J4, puis des J4 phosphore, carbone sont rarement, puis ça commence à être assez fait. Donc, ici, on a placé donc 5 oxygènes. 1, 2, 3, 4 et 5 oxygènes. On se rappelle qu'on avait vu 2 OH échangeables, et on le sait qu'on a un CO qui est flanqué de 2 doubles liaisons, qu'on avait mis dans un cycle 6 finalement, qui n'est pas celui-là ici, parce qu'il ne pourrait pas être dans un cycle 6, il est déjà lié à lui ici. Donc finalement, on a placé tous nos oxygènes. Les 5 qui sont là, les 2 OH, plus le carbonyle qui n'est pas dans le dessin ici, qui est ailleurs. Ça, c'est très bien. Et les 2 sodiums qui sont certainement les contrions du phosphate. Donc, conséquemment, on a placé les 8 là, le phosphore là, les 2 sodiums, et il nous reste juste le phosphore, le fluor à placer, ou en tout cas à savoir à peu près où il est. Donc, on prend les spectres de phosphore, fluor, très facile à faire aussi, ça donne des beaux signaux. Donc, le spectre nous donne un signal à moins 164. OK, donc ça, c'est assez connu qu'il y a un carbone là, saturé, ça sort à peu près dans ces environs-là. Donc, lorsqu'on fait le découplage avec les hydrogènes, ça nous donne un pic simple. Et lorsqu'on ne fait pas le découplage, donc on laisse coupler avec les hydrogènes, ça nous donne un doublet de doublet. Peut-être même plus, parce que le pic est quand même assez large. Donc, il y a peut-être une autre petite constante de couplage là, dans chacun de ces pics-là. Mais si on regarde les constantes de couplage, ça nous donne une J de 32 Hz et de 10 Hz. Donc, si on avait une J2, donc si on avait un hydrogène qui est sur le même carbone que le fluor, on aurait des constantes de couplage certainement en haut de 35. En fait, il y en a très rarement en bas de 35. C'est parce que dans certains bouquins, on donne ça. Généralement, c'est en haut de 45 et même en haut de 50. Donc, c'est ça. Donc, il n'est sûrement pas lié directement. Donc, le fluor doit être lié à un carbone, qui lui aussi est lié à un carbone qui est lié à un hydrogène. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il doit être lié à un carbone quaternaire, via un carbone quaternaire, pour être couplé aux hydrogènes qui sont là. Donc, si je prends le spectre de protons ici, qui est découplé avec le F, donc ça, c'est le même spectre de protons qu'on a vu jusqu'à maintenant. Maintenant, on découple le F qui est ici, et il y a donc des signaux qui étaient couplés avec le F qui ne peuvent plus l'être puisqu'ils sont découplés. Et les signaux qui changent, c'est lui ici, le F, on le voit bien qu'il change. Lui, c'est moins évident. Parce qu'en fait, le signal est comme, on a un grand doublet ici. On a ce signal-là, puis on a l'autre qui est ici, en fait, qu'on ne voit pas très bien parce qu'il est pogné dans le J, en fait. Et si on enlève ça, ben, oups, il devient maintenant, les deux sont plus couplés avec le fluor, donc il devient un seul signal. On ne voit pas très bien, mais quand même, on le voit un peu, là, ça a changé. Donc c'est vraiment dû au fait que le I n'est plus couplé. Et le K ici qui change, on voit qu'il change un peu. OK. Donc, ceux qui sont affectés, donc le HF c'est clair, via une constante de couplage de 10 Hz, qui est très caractéristique d'une J3 entre un fluor et entre un fluor et un hydrogène. Donc le F est ici, on l'avait déjà trouvé là, dans notre molécule. Donc on avait ça. Donc il faut que c'est via une J3. Donc c'est sûrement pas ce bord-là, parce que ça ferait 1, 2, 3, 4. Ça ferait un peu trop loin. Donc ça doit être quelque part par là.
qui est couplé avec le fluor. Le HK, qui est aussi couplé, mais la constante de couplage est plus petite. Ben, c'est conséquent, parce qu'il est plus petite, il doit être de ce bord-là. S'il est à ce bord-là, le JK, c'est le plus proche. Donc, la constante de couplage avec entre le HK et le F, c'est plus grande, mais elle est plus petite, elle est à peine de 3 Hz. Donc, c'est conséquent qu'elle doit être de ce bord-là. Et on voit aussi que le HI, qui est affecté, qui est sur le carbone 22, 23 ici, je dis qu'il perd une J dans le sens où quand il est découplé, on ne voit plus cette constante de couplage-là. C'est pas évident c'est quoi la constante de couplage, mais on ne peut pas le calculer facilement, mais celle qui reste, on l'avait trouvée, c'était 32 Hz et 10 Hz. Il faudrait que le fluor soit couplé via 32 Hz et 10 Hz. On a trouvé la 10 Hz, la 3 Hz, c'est celle qui doit faire en sorte que ça soit un petit peu plus large. Mais il nous manque la 32 Hz, on ne l'a pas trouvé encore, on a trouvé 10 Hz et 3 Hz. Donc celle qui reste, qui a été affectée par le fluor, ben, il doit être couplé via 32 Hz, parce que le fluor est couplé avec un hydrogène via 32 Hz. Il y a certainement un hydrogène qui est couplé avec lui via 32 Hz. OK, donc le fluor ne doit pas être très loin de cet hydrogène-là ici. OK. Bon, on n'est pas certain, mais on avance quand même. Puis, ici, je l'indique, c'est une J3 qui est quand même assez élevée. Donc, c'est possiblement via un axial-axial dans un cycle. Ben, on verra. Donc, pour être sûr ou pour se conforter dans ce qu'on a trouvé, on fait même un HMBC. HMBC, on a toujours vu que c'était entre un carbone et un hydrogène. Mais on peut le faire avec entre un carbone et un fluor aussi. Hein? Pourquoi pas? Donc, on se rend compte que le signal à 102 est très affecté. 8,9, vraiment, c'est la plus grande constante de couplage, on le voit ici, là, qui est le plus affecté. Donc, le fluor doit être le plus proche de lui. Est aussi affecté par le C27-28, donc 22-23. On se rend compte que tous ces signaux-là, finalement, c'était juste un carbone. C'est pour ça qu'ils sont dédoublés, parce qu'ils sont assez près du fluor. D'ailleurs, il le voit, il s'est couplé avec, d'ailleurs, le HMBC nous dit. Donc, c'est pour ça que le carbone nous donnait deux signaux, parce qu'il était couplé avec ces fluors-là. Donc, 27-28, c'est un seul carbone, 22-23, un seul. 18-19, il n'est pas proche, mais il est un petit peu couplé, on voit un tout petit couplage. 15-16, c'est le même carbone. 11-12, c'est le même carbone. Et 8-9, c'est le même carbone. Lui, il est vraiment près du fluor, parce que la constante de couplage est très grande. On a déjà vu ces morceaux-là, où on a donc 11-12, le fluor n'est peut-être pas trop loin par là. On l'avait vu pour le C20, qui n'était pas trop loin, à cause du HK, en fait, principalement. Et puis, ici, ben, ça doit être affecté, hein, parce qu'on voit 22-23 qui sont là. 18-19, ok, il était plus loin, donc ça doit être plutôt par là, mais 26-25 ne sont pas affectés, donc ça doit être accroché quelque part ici. Hein. OK. Donc, on a quand même avancé. Maintenant, si je mets tout ce que j'ai trouvé là, par rapport à les informations du fluor et du phosphore de fluor, je me rends compte, 1 et 2, j'ai vu que c'était les mêmes choses. 8 et 9, ils étaient ensemble. 18-19 est ensemble. 27-28 est ensemble. Donc, je les mets maintenant tous ensemble. Et comme par hasard, qu'est-ce que j'obtiens quand je compte tout ça maintenant jusque-là? J'ai plus 30, j'ai encore 30 signaux, mais j'ai plus 30 carbones. J'ai 22 carbones parce que j'en ai plusieurs qui correspondent, deux signaux correspondent à un carbone. C'est ma formule brute, 22 carbones. Ah, voilà. Donc, ça me permet de comprendre, là, c'est vraiment l'effet découplage F et P sur les carbones qui me permet de comprendre pourquoi j'avais tant de signaux. Mais j'arrive à mes 22 carbones, donc tant mieux. Maintenant, je vais au HMBC entre maintenant entre le proton et le carbone qui va me donner l'information. Ça a été optimisé pour des J8, donc des J2 et des J3. Une J de 8 Hz, donc pour des J2, des carbones, des couplages carbone-hydrogène via 2 liaisons ou 3 liaisons. OK. Donc, si je regarde le 1 et 2, il est couplé avec DE, on l'avait déjà vu, on avait triché. On voit aussi le G. Hein, le 1 et 2, on sait déjà qu'il est couplé à ça, on l'a trouvé tantôt. On voit qu'il est couplé au G. OK, je mets des pointillés. Pourquoi je mets des pointillés? Parce que le spot que j'ai ici est quand même petit. Hein? Le 1 et 2 couplé avec lui, avec des gros spots, puis lui, il est quand même pas mal plus petit. Ça pourrait être des affaires d'angle, peut-être, mais j'en doute. J'en doute. Donc, mais, par contre, ce qui est plus important, c'est que s'il était directement lié à lui, le carbone 13 qui est ici, ça ferait une J1, 2, 3 avec le Ag. Donc, il verrait, on voit bien les J3 en HMBC, entre un hydrogène et un carbone.
Sauf que ça serait ici, là, le carbone 13 est ici. Là, je ne l'ai pas noté, là, mais il serait ici. Il n'est pas du tout couplé avec lui. Il n'y a aucun spot. Même pas un faible spot. Donc ça veut dire qu'il est trop loin. Ça veut dire que ça sera une J4. Ben, pour que lui soit une J4 de lui, il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux. C'est pour ça que je dessine ça. Il y a quelque chose entre les deux qui fait qu'il ne le voit pas. Et c'est pour ça que le HG12 est relativement petit. Parce que c'est une J1, 2, 3. Alors qu'avec lui, le carbone 1,2 a des grosses constantes de couplage avec DE parce qu'on a affaire à une J1, 2 ou 1, 2. Donc on continue, C3 voit le HA, rien d'autre. Ce qu'on avait eu en COSI, c'était cette partie-là ici, sans le 3 qui est là. Comme le 3 voit le HA, ok, ben, ça doit être celui-là qui est là. Il ne voit pas l'HB. Dans des cycles insaturés, on se rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous vous rappelez sûrement, dans les cycles à 6, quand on a un cycle aromatique, on voit mieux les couplages méta que les couplages ortho en HMBC. Ben, c'est pas un cycle. Non, mais peut-être qu'on a un cycle dans cette affaire-là. Et du fait qu'on a aussi un signal à 172, c'est certainement un autre carbone quaternaire qui est couplé avec un carbone. C'est fort probablement cette affaire-là. Donc, je me permets de le mettre là, mais en continuant, on va voir que ça confirme juste ça. Donc, le C4, justement, qui est ici, il voit HA. S'il voit HA, c'est parce qu'il doit être quelque part dans ce cycle-là. Il voit aussi H et J, et il voit aussi, on ne le voit pas très bien, il voit aussi M et Q. Hein? Donc, M et P, pardon. Donc, P qui est un CH3. OK. Mais commençons d'abord par le fait qu'il voit HA. Donc, s'il voit HA, il faut qu'il ne soit pas trop loin de là. Ça donne le goût de fermer le cycle. Mais s'il voyait le cycle, effectivement, il verrait aussi HB. Hein, parce qu'il voit HA ici, mais il verrait aussi HB. L'autre façon qu'il pourrait ne pas le voir, c'est s'il était plus loin. Donc, s'il était plus loin, ça serait dans un cycle à 6. Et dans un cycle à 6, là, on commencerait à retrouver notre... Il ne serait pas aromatique, mais il serait très insaturé. On aurait aussi le même genre de problème qu'on verrait mieux les couplages méta que les couplages ortho. Donc, ma proposition ici, c'est que si c'est éloigné de ça ici, donc il réussit à avoir le A, mais il ne réussit pas à avoir le B, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose entre les deux ici. Il n'y a certainement pas quelque chose entre les deux ici, ça on le sait. Ça ne ferait pas une double liaison conjuguée. Donc, je me permets d'indiquer ça ici. C'est ce qui explique pourquoi il voit le A, qui est en l'équivalent de méta, mais il ne voit pas très bien lui ici, qui est en ortho, et il ne voit pas lui, parce que là, il est en para. Donc, ça, c'est l'équivalent de para. Donc, il est beaucoup trop loin. Donc, c'est ce qui me permet de dire ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le 3, il voit très bien le A, mais il ne voit pas du tout B et C. Non, parce qu'ils sont l'équivalent d'ortho. Voilà. OK. Mais on peut faire ça dans un cycle saturé. Il n'est pas aromatique, mais il est très insaturé. Donc, si c'était un cycle à 6, dans un cycle à 6, il n'y a pas d'avantage pour les méta saturés. Il n'y a pas d'avantage pour les méta versus ortho. Là. Donc, ici, c'est un carbone quaternaire. Pourquoi j'ai mis un carbone quaternaire? Parce que le HA est un beau doublet. Donc, le HA, ici, il est vraiment couplé avec HB, mais avec rien d'autre sur ce carbone. Il n'y a pas de H ici. Sinon, il serait couplé avec. Donc, c'est ce qui me permet de dire que ça doit être un carbone quaternaire. C'est 5 à son tour, ne voit que, bon, en dessous de ma face, malheureusement, il voit HP. Donc, ben, il n'y a rien ce bas-là. Puis, ça serait probablement ici, parce que j'aurais une J qui serait l'équivalent de 1, 2, 3. Alors que s'il était ici, mon 27, 28, ça serait l'équivalent de 1, 2, 3, 4. Ça commence à être pas mal. Puis il n'y a pas d'insaturation via là. Bon, il y a un peu d'insaturation, fait que des fois des J4 on peut les voir, il y a une saturation, mais j'aurais plus tendance à le mettre ici, ça fait quand même loin. Donc je me permets de le mettre ici. OK, donc ça c'est la même chose que tantôt. Maintenant je regarde le C6, il voit le HC, il voit un tout petit peu lui. Ah ben oui, il voit le HC et il voit un tout petit peu lui. OK, donc je n'ai pas vraiment appris. C7 maintenant. C7, il voit le HA un petit peu, il voit le HB, il voit HH et HJ. Mais il ne voit pas HM. Pourquoi je ne dis pas qu'il ne voit pas HM? Parce que tout à l'heure, parce que c'est un autre carbone qui était dans notre séquence. Là, on avait un grand truc là, avec un paquet d'affaires. Le 25 était à côté du 26.
Donc, il ne voit pas le 26. C'est juste pour indiquer que s'il est accroché, c'est pas via le 26 parce qu'il le verrait aussi. Donc, le C7 qui est ici, il voit le 5, le H du 5, le H du 6, et il voit donc le H le plus proche pour qu'il puisse voir H et HJ, ça serait ici. Donc, c'est très certainement ça. C'est ça que je veux dire, parce que le 26 ici, il est à côté du 25. Je ne l'ai pas mis, j'aurais pu le mettre là. Je vais le mettre plus tard, tout simplement. Mais il ne voit pas. Il ne voit pas le 7, il ne voit pas le M. Le M qui est ici, non, pas du tout. Donc, il est certainement accroché via le 25. OK. Donc, on continue. C'est ce qu'on avait. Maintenant, le 8-9 qui est ici. Il voit le HA. Il voit aussi le F. Il voit aussi le M. Il voit aussi le O et il voit aussi le P. Et il voit beaucoup de monde. Donc, c'est un carbone quaternaire, donc il y a plus de chances de voir du monde, mais il voit beaucoup de monde. Donc, il doit être assez central dans la molécule pour voir tout ce monde-là. Donc, il voit HA. Donc, c'est un carbone qu'on n'a pas encore assigné, 8-9, et il voit HA. Donc, ça, c'est loin, le HA. Si le 8 était ici, là, ça ferait le 8-9. Donc, on a une J1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est l'HA qu'on c'est beaucoup trop loin. Donc, c'est certainement ici qu'il est. Et le 8-9, on le sait qu'il est lié au HF. Pas HF, au F. On l'a vu précédemment. OK. Bon. OK. Mais le 8-9, il voit aussi le M. Lui, il voit le M26, qui est lié au H25. On le voit ici, là. Je l'ai remis le dessin. Donc, le 25, le 26 est là. Le 26 est lié au 22, 23. OK. Donc, le 25 est là. Le 26 est à côté. Et à côté, il y a le 22, 23. Et le 8-9, qui est là, il voit le H de M. S'il voyait par là, ça serait bien trop loin. Hein? Ça serait 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait une J5. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut qu'il soit proche. La seule façon qu'il soit proche, c'est qu'il faudrait qu'ils soient liés ensemble. Par l'autre côté. Le 25 voit le 26. Le 26 voit le 22. Ah, ben, ça aussi, si je mets 26 et 22 ici, comme par hasard, il ne serait pas trop loin. Puis, comme par hasard, ça ferait un cycle à 6. C'est ce que je fais ici. Donc, vous voyez, on a ça ici. On a le 25. Ça, c'est le même morceau. Donc 25, 26, 22, 25, 26, 22, et le 8, 9 doit réussir à avoir la HM. Et ça, c'est le reste. Donc 18, 24, 21, c'est la même chose. C'est juste que plutôt que marquer des carbones, j'ai juste mis des arêtes. Hey, j'ai fait un grand bout de chemin, là, grâce à ce couplage-là. Ben oui. Donc j'ai mis ici, j'ai marqué un point d'interrogation pour ne pas encore c'est quoi son numéro à lui. Donc on a quand même avancé pas si mal. On avait déjà au moins un bicycle dans notre affaire. Parfait. Continuons dans le prochain vidéo.